Bonjour à toutes et à tous. Donc, on va avoir cet échange aujourd'hui. Donc, pour une partie d'entre vous, vous avez pu voir la pièce. Je ne sais pas si tout le monde dans la salle l'a vue, mais je pense que comme ça rejoue ce soir, il y aura peut-être des personnes qui vont le voir ce soir. Donc, on dévoilera, mais donc ça permettra, de toute façon, on ne va pas spoiler, mais on va quand même expliquer ce qu'on a vu hier et en parler. Et puis, ceux qui auront l'occasion de voir la pièce ce soir pourront aussi comprendre d'autres choses. Donc, je vais déjà présenter rapidement nos intervenants de ce matin. Et puis après, je ferai juste un petit topo introductif. Donc, Frédéric Sontag, donc, qui est auteur et metteur en scène, qui dirige une compagnie dont le nom, je vais le prononcer, Asanissimasa. Ah, bien joué, Hein, pas mal. Je me suis entraînée. Et du coup, donc, dirige cette compagnie depuis 20 ans. Et puis, tu as écrit une quinzaine de pièces que tu montes toi-même et que tu as, qui ont été traduites et qui ont été jouées un peu partout. Alors, juste rapidement, donc peut-être deux temps forts dans ton parcours récent. Donc, une trilogie fantôme. Voilà. Ouais. Je ne sais pas si tu voudrais en C'est parler ça. ou pas. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà. Et puis, donc, tu as été aussi en résidence à Point Commun, donc ici. Et tu as donc monté un diptyque, Ce souvenir du futur. Et donc, la pièce dont on va parler aujourd'hui rentre dans ce cadre-là, avec une première pièce qui était d'autres mondes. Et puis, ensuite, l'autre monde qui était aussi sur l'imaginaire du futur. Hein, tu nous en parles un peu. Enfin, Ouais. c'est ce que tu creuses. Voilà. Et donc, l'horizon des événements que l'on a vu ici, hier. Voilà. Et donc, sans trop parler de la pièce, parce que tu nous en parleras, mais en tout cas, l'idée, c'était bien de s'interroger donc, sur l'imaginaire du futur. Et aussi, ce qui était intéressant, et je crois que les choses sur lesquelles tu insistes, c'est ce dialogue entre les générations, c'est-à-dire essayer de comprendre finalement ce lien entre le passé et le futur, comment on revisite le passé et les questions qui ont pu se poser. Donc là, dans la pièce, il y a effectivement on va en parler toute la matinée, hein, sur l'alerte sur les dangers liés à l'absence de croissance des limites, hein, donc cette poursuite de la croissance effrénée. Et donc tu as travaillé à partir du rapport Meadows et en ayant une inspiration libre à partir de ce rapport, mais en développant une pièce à partir de ce rapport, avec ces deux histoires qui s'entrelacent, à la fois l'histoire des parents qui sont en train de travailler sur ce rapport et les enfants qui sont en train de vivre leur propre vie de couple, de famille, mais aussi d'essayer de comprendre le passé et la vie des parents. Donc, voilà, tu nous en parleras plus. Christophe Lorenz, à ma droite aussi, qui est donc architecte paysagiste. Donc, tu as travaillé comme architecte paysagiste dans un premier temps, tout en enseignant dans différentes écoles et universités. Et du coup, tu as créé le master alternative urbaine à Vitry, un master de design d'espace. Et tu interroges les conditions d'habitabilité de la Terre. Tu nous en parleras. Et puis, à côté de cette activité d'enseignant, donc tu es engagé dans plusieurs mouvements, d'associations. Tu es pas mal intervenu sur Notre-Dame-des-Landes. Et puis, notamment, tu es au conseil d'administration de l'Institut Momentum, donc tu nous parleras peut-être éventuellement si tu as envie. Et donc, une grande partie de tes travaux, réflexions portent sur la décroissance, la post-croissance et les éventuels modèles alternatifs en rupture avec le capitalisme et ses excès. Voilà. Donc voilà pour nos deux intervenants.
Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais vous présenter juste pour ouvrir un tout petit peu, reposer le contexte, et puis après, donc, Frédéric nous parlera, et puis Christophe interviendra également, et puis à un moment donné, dans la matinée, on fera une pause, on verra si c'est après l'un ou l'autre, ou entre les deux, enfin, ou après. On aura donc une petite pause, et on espère, et on compte sur vous pour aussi ensuite réagir. Donc écoutez bien, réfléchissez, préparez vos questions pour tout à l'heure pour qu'on puisse avoir un débat. Et je pense que vous aurez aussi des choses à dire, notamment les M2 qui ont participé hier à la fresque de la biodiversité. On a déjà été plongé pendant une journée entière hier sur les enjeux de notre futur et les enjeux de la planète. Donc voilà, on est pendant 2 jours, on est bien dans le bain. Alors, peut-être juste pour recontextualiser pour ce séminaire et pourquoi ça nous a intéressés tous de se retrouver là. Évidemment, c'est un enjeu important de se poser des questions sur l'avenir de la planète. Et donc, on avait intitulé ça « Et dans 50 ans, comment vivra-t-on sur Terre ?» Pourquoi dans 50 ans? Puisqu'on va parler du rapport Meadows qui a été publié il y a 50 ans. Et donc, il y a 50 ans, en 72, des chercheurs ont donc travaillé sur des modélisations pour comment on vivra 50 ans plus tard. Et donc, on peut aujourd'hui, nous aussi, légitimement s'interroger dans quelles conditions et comment vivra-t-on, nous, dans 150 ans, et comment on peut imaginer des manières de vivre souhaitables pour la suite. Donc du coup, évidemment, c'est un enjeu fort, on en parle beaucoup, il y a les rapports du GIEC qui sont publiés régulièrement, beaucoup de débats, il y a une très forte médiatisation aujourd'hui, donc je pense que tout le monde est assez conscient, en tout cas au courant, on va dire, de la situation et des difficultés. Ce qui nous semble important, et je pense que c'est ça qui va nous réunir ce matin, c'est aussi de se dire, c'est que en fait, on savait. On savait tout ça. Et en effet, je pense que même dans les années 60, donc il y avait eu un ouvrage de Rachel Carlson qui était publié en 66, donc c'est encore plus vieux que le rapport Meadows, qui avait été intitulé « Le printemps silencieux » et qui montrait comment nos modes de vie, de consommation, de production allait affecter la biodiversité. On ne parlait pas forcément de biodiversité à l'époque, mais qui allait... le printemps silencieux, ça veut dire qu'il n'y a plus d'oiseaux qui chantent. Et donc, elle expliquait quand même déjà assez clairement quels étaient les risques de nos modes de vie et de production de l'époque, dans les années 60. Et donc, c'était évidemment pas tellement entendable après la Seconde Guerre, après les années 50 de reconstruction un peu. Et dans les années 60, on n'avait pas forcément envie d'entendre des cris d'alerte. Et puis, donc le rapport Meadows, on va en parler quand même aujourd'hui, puisque la pièce que tu as montée s'inspire de ce rapport. Donc, juste 2 mots là-dessus. Il y a eu effectivement, même si tu t'inspires librement, et peut-être qu'on te posera des questions sur savoir est-ce que tu as brodé et quelle est la vérité sur le couple, plein de choses. On aimerait bien savoir si c'est vrai ou si c'est ton imagination. Mais en tout cas, il y a eu effectivement le Club de Rome, donc un groupe d'élus, de chercheurs, de chefs d'entreprise qui ont, dès 68, commandé une étude à des chercheurs aux États-Unis. Et donc, Denis et Donatella Meadows, donc le couple Meadows, qui se sont donc entourés d'autres scientifiques et qui ont travaillé pour imaginer des scénarios. Donc c'est le début de modèles mathématiques et de l'informatique qui est mis au service de ces recherches scientifiques et qui vont permettre de faire des scénarios. Et donc ces chercheurs ont abouti à des résultats et qui ont effectivement, pour le coup, cette fois-ci, ont été publiés. Et donc, ils ont été publiés. Souvent, on parle du rapport Meadows. Et donc, cet ouvrage, puisque ça a été publié sous forme d'ouvrage, en anglais, c'était « The Limits of Growth », donc très clairement les limites
donc de la croissance. Et la traduction en française était encore plus radicale, puisque c'était halte à la croissance. Donc c'était vraiment un cri d'alarme en disant qu'il fallait arrêter la croissance. Avec un point, avec un point d'interrogation. Oui, avec un point d'interrogation pour pas, sans doute peut-être, pour pas heurter. Est-ce qu'il faut s'arrêter ou pas s'arrêter? Mais en tout cas, c'est pas juste objectivement à les limites, c'était quand même déjà se projeter dans... Et ce rapport a été traduit en 36 langues et a été publié sur 10 millions d'exemplaires ont été publiés. Donc, quand même une très très large diffusion. Et c'est vrai qu'on est dans cette période-là, tournant des années après 68 et début des années 70, dans une période où la prise de conscience environnementale commence à être assez forte. On a des ministères de l'environnement qui se créent, en France par exemple en 71, aux États-Unis je crois que c'est à peu près la même période. Donc on a, en France par exemple, on a pour la première fois un candidat écologique qui se présente au présidentiel en 74, René Dumont. Donc il y a véritablement, tout au début des années 70, une prise de conscience dans les différents États. Et il y a l'ONU qui va organiser une grande conférence internationale, la conférence de Stockholm, sur l'articulation entre le développement et l'environnement, où il est clairement indiqué que la protection de l'environnement est un élément majeur pour nos sociétés. Voilà. Et puis après, ça s'est un peu arrêté, notamment ce que tu montres aussi dans la pièce, la crise pétrolière. On voit au début de la pièce le petit... comment ça s'appelle, enfin en tout cas le prix qui augmente, et ces deux chocs pétroliers de 73 et 79 qui ont donc fait augmenter le prix du baril de pétrole a finalement coupé un peu dans son élan cette prise de conscience environnementale, puisqu'il y a eu d'autres enjeux économiques et puis début un certain nombre effondrement de certains pans de l'économie, et puis le début du chômage, et donc des enjeux économiques et sociaux qui finalement ont pris le devant de la scène et ont mis un peu en arrière-plan les questions environnementales qu'on n'a pas forcément voulu entendre, prendre en compte. Voilà, donc juste pour un petit rappel comme introduction. Et puis, je te laisse la parole. Je sais pas, je te donne peut-être même celui-là. Est-ce que non, voilà, tu vois, celui-là fonctionne. Bonjour. Beaucoup de choses à dire. Oui, on pourra revenir sur la part de vrai, la part de faux, ou la part de fiction, la part de réalité, qui est assez récurrente dans mon travail. Il se trouve que j'écris ce qu'on pourrait appeler des fictions documentées depuis un certain temps. En tout cas, ça n'a pas été tout mon travail, mais depuis un certain nombre de pièces, ce sont des fictions revendiquées comme telles, des fictions théâtrales qui sont très même romanesques dans leur forme, et en même temps qui trouvent leur point d'ancrage dans un certain nombre de faits, d'événements, de personnages dans le réel. Ça ne date pas complètement d'hier, cette histoire-là. Tu as parlé de la trilogie Fantôme, qui est effectivement peut-être un endroit où mon travail, à un moment donné, s'est cristallisé, s'est développé autour d'un certain nombre de problématiques, autour de notamment d'un rapport à la mémoire, d'un rapport à l'archive, d'un rapport à un certain passé du XXe siècle, qui commence à être loin maintenant, parce qu'on est bien avancé quand même dans ce XXIe siècle. Voilà, mais d'un travail sur l'histoire qui a commencé avec un peu cette trilogie qui, pour faire simple, alors aussi je travaille souvent sur un principe de cycle, où des pièces vont être réunies ensemble et dialoguer ensemble et faire partie, d'un cycle. C'est le cas avec cette question de se souvenir du futur. Et en même temps, chaque projet est autonome. Donc cette trilogie Fantôme avait un principe, les trois pièces s'appellent Georges Kaplan, Benjamin Walter et Beethoven.
Et chacune de ces pièces est autonome, et chacune de ces pièces a un principe un peu commun, c'est que chaque fois, il s'agit d'une forme d'enquête. Il est souvent question d'enquête dans mes pièces. Il y a souvent des personnages qui sont, c'est le cas aussi dans l'horizon des événements, des personnages qui sont en quête de quelque chose ou qui essaient de mener eux-mêmes une enquête sur un certain nombre de choses. Dans cette trilogie-là, c'est une enquête sur des personnages mystérieux, sur des personnages fantomatiques, sur des identités fantômes à chaque fois. Des personnages qui ne sont pas présents sur le plateau, qui ne sont jamais représentés, mais toute la pièce va tourner autour de ces personnages-là. Et il était déjà question d'un travail autour du réel, de comment on déplace ce réel sur scène, comment on le fictionnalise. Alors je l'ai beaucoup fait sur la dernière pièce de cette trilogie qui s'appelle Beethoven, qu'on avait présentée ici, parce que donc j'ai été associé, comme tu l'as dit, au tout début de l'arrivée de Feriel ici, avec le nouveau projet de Point commun sur les 3 premières années. Qui ont été un peu mouvementés sur la fin avec cette histoire de ce qui nous est arrivé en 2020, on va dire, et qui a à voir un peu, je vais y revenir aussi, avec le trajet de ce diptyque, ce souvenir du futur. Et Beethoven, qui est, pour faire simple, et puis je vais passer un peu à la suite, c'est une pièce sur Beethoven qui est un écrivain fantôme, c'est-à-dire un écrivain anarchiste qui a écrit un certain nombre de romans très engagés politiquement et en même temps qui n'a pas souhaité exposer son identité, justement pour mieux véhiculer son message politique. C'est un auteur qui a écrit des espèces de best-sellers dans l'entre-deux-guerres et en même temps on ne savait pas qui c'était. Donc du coup il y a une espèce comme ça de folie un peu autour de cet auteur-là, de se dire mais qui c'est. Et lui il avait une espèce de défense politique de cette pièce-là et les 3 pièces de la trilogie tournent autour de la dimension politique de l'anonymat notamment. Il y avait une espèce de volonté absolue de rester anonyme, de défendre son identité, et d'ailleurs son nom, donc B, qui est juste une initiale, Traven, et même pas son vrai nom, et c'est un personnage qui tout au long de sa vie a utilisé une trentaine d'identités différentes. Et on n'est même pas sûr exactement de savoir qui a été ce fameux Beethoven. Et toute la pièce, on était une sorte d'enquête autour de ce personnage-là, avec déjà un énorme travail de recherche. Et en même temps, comme c'est un personnage qui a passé son temps à raconter des mensonges et des fictions, c'était assez pratique. Parce qu'à la fois, je pouvais raconter plein de choses, on ne savait pas si c'était vrai, si c'était faux, je pouvais en rajouter, et j'ai pris plaisir à en rajouter, parce qu'il y a beaucoup justement de choses qui ont été rajoutées, et on ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux. Mais en fait, effectivement, quand les gens voyaient la pièce, ils me posaient la question de savoir quel est l'ordre du vrai et du faux. Et finalement, il y avait beaucoup de choses vraies. Et plus c'était vrai, plus on croyait que c'était faux, et je n'en sortais pas. Enfin bref, cette dialectique-là, c'est même plus qu'une dialectique, j'ai l'impression elle est assez récurrente dans mon travail. Elle date pas complètement d'hier, mais c'est vrai que du coup, à partir de cette pièce-là, il y a eu d'autant plus un travail qui s'est ancré dans le réel, avec un point de départ presque documentaire. C'est-à-dire, par exemple, pour juste essayer de partager un peu le processus, le début du travail est très récolter des sources, récolter des archives, récolter une matière documentaire, pour après, qu'est-ce qu'on va en faire de cette matière documentaire. Soit on fait une pièce documentaire, ce qui est possible, il y a des formes de théâtre documentaire, ça existe, et en même temps, c'est pas du tout mon trajet. Comment la fiction, après, qu'est-ce que nous permet de faire la fiction? Qu'est-ce qu'elle décale? Quel enjeu elle permet peut-être de marquer, parce qu'on va forcément simplifier peut-être des choses. La fiction, elle simplifie, elle permet de surligner des choses. Le réel, on est pris dans les mailles du réel. On est pris si effectivement je devais faire, on va y venir, une pièce sur vraiment le rapport Meadows, il y aurait beaucoup de choses à dire, et ce serait sans doute très informatif. Et déjà, on me reproche beaucoup que mes pièces soient très informatives. Mais justement, j'essaie de voir comment on peut donner des informations, comment ces informations, elles peuvent être aussi pas purement des informations. Il y a une dimension poétique aussi d'un certain nombre de faits, notamment d'éléments scientifiques, moi je trouve. Et c'est comme ça que je les utilise. Et donc, du coup, il y a une démarche qui s'est développée depuis, on va dire, Beethoven, si je remonte les dernières pièces, et puis d'autres mondes auxquels je vais commencer à parler de cette pièce-là, qui augurait ce diptyque, ce cycle, ce souvenir du futur, qui n'était pas du tout prémédité. Et donc, après d'autres mondes, la pièce suivante, qu'on devait créer, pour faire un peu l'historique, qu'on devait créer en avril 2020. Forcément, on n'a pas créé cette pièce en avril 2020, évidemment.
D'autres mondes, c'était une pièce, au départ, la thématique était celle des mondes alternatifs, mais dans le sens science-fiction, multivers. Vous voyez de quoi je parle, des univers parallèles. Un motif qui est très très récurrent dans la littérature de science-fiction, mais pas que dans la littérature de science-fiction. On parle des univers parallèles de plus en plus. C'est devenu une espèce de mythologie de la culture populaire qui est revenu énormément, et j'avais envie de travailler sur ce motif-là pour savoir ce qui se cachait un peu derrière cette question des univers parallèles. Alors, la question des univers parallèles, c'est aussi l'idée que d'autres réalités que la nôtre existent, dans laquelle nous existerions aussi, mais on aurait vécu des choses différentes, on n'aurait pas fait les mêmes choix, on n'aurait pas vécu les mêmes vies. Et toutes ces réalités-là, elles existeraient parallèlement. Et je trouvais que ce motif-là des mondes parallèles, il interrogeait forcément notre rapport à notre destinée, à une certaine forme de déterminisme, à quels sont nos choix dans nos vies. Et bon, ça renvoyait à un certain nombre d'œuvres littéraires ou cinématographiques, vous en avez vu, où si j'avais fait ça, c'est le fameux « et si ». Et si finalement j'avais décidé de... Alors voilà, d'un point de vue intime et puis peut-être d'un point de vue plus collectif aussi. Et dans d'autres mondes, je me suis dit, mais comment je peux traiter ça sur un plateau de théâtre ? C'est peut-être plus cinématographique que théâtral. Comment on peut raconter, par exemple, deux réalités parallèles sur un plateau ? Encore une fois, peut-être au cinéma, c'est peut-être plus simple. Et la pièce proposait effectivement, finalement deux pièces, deux mondes dans d'autres mondes. On a une première version où on voit un certain nombre de personnages qui vivent dans une réalité, alors que pareil, qui est une réalité très ancrée dans un certain rapport au réel, parce que déjà aussi, il y avait un travail sur le fait de s'inspirer de personnages réels. Et dans d'autres mondes, les deux personnages principaux, c'est un écrivain de science-fiction et un physicien qui travaille sur la physique des particules, et qui a inspiré déjà aussi, pareil, d'un vrai physicien qui s'appelle Hugh Everett, et qui a théorisé la théorie des mondes multiples, qui était une vraie théorie scientifique pour essayer de prouver, en tout cas pour démontrer, en tout cas pour résoudre un problème en physique quantique. Et il en a, de sa théorie ou de sa volonté d'essayer de régler ce problème, découlé une théorie des mondes multiples. C'est-à-dire qu'on vit dans une réalité, mais d'autres réalités existent dans lesquelles nous existerions, nous aussi, dans d'autres versions de nous-mêmes, etc., etc. Et donc il y avait déjà un travail très documentaire à partir de personnages dont je m'inspirais, mais après tout un travail fictionnel. C'est-à-dire que j'ai inventé mes propres personnages, inspirés de personnages réels. Pourquoi pas prendre les vrais personnages réels ? Parce qu'en même temps, il y a plein de choses qui ne m'intéressaient pas dans ces personnages réels. Il y a des choses que j'avais envie de garder, d'autres que je n'avais pas envie de garder, et je n'allais pas donner le nom des personnages réels si c'est pour prendre un écart par rapport à la réalité. Donc tout un travail fictionnel. Mais tout un travail où déjà dans cette pièce, par exemple, je commençais à donner la pièce commence par la biographie de ces personnages-là. Et au moment où on fait la biographie de ces personnages-là, de cet écrivain de science-fiction fictif, qui est dans la pièce, il y a un écrivain soviétique, de science-fiction soviétique, et puis un physicien français. Et dans l'idée d'ancrer ces personnages dans une réalité, on montre des photos qui racontent la vie de ces personnages-là. Et tout est faux. Enfin, tout est fictif. Mais comme on peut écrire un roman en inventant des personnages qui peuvent être nés à tel endroit, à tel moment, on a des éléments réels de leur biographie, mais c'est fictif. Et c'est assez marrant parce que beaucoup de gens ont cru que les personnages, évidemment, existaient. Mais il n'y a aucune volonté de tromper. Le théâtre, pour moi, c'est un jeu de simulation. Mais qu'est-ce qui fait réel ? Donc c'était intéressant de voir que le travail qu'on faisait sur l'archive posait la question de qu'est-ce qui fait réel. On reviendra après sur les questions justement des sources et du décalage par rapport à la réalité. Et en fait, voilà, cette pièce-là, pour faire simple, elle était en deux parties. Il y a une première partie où on voit la vie de ces personnages-là, et puis étrangement, la pièce, à la moitié, elle s'arrête, et puis elle reprend à zéro, et puis elle dit, bon voilà, deuxième univers, deuxième monde, et puis ces personnages-là, s'ils avaient fait d'autres choix dans leur vie, et puis si le monde peut-être s'était passé un petit peu différemment, s'il y avait eu peut-être... Et là, par exemple, dans ce monde alternatif, on est quand même obligé de quitter la Terre un peu plus tôt. Il y a a priori une accélération d'une catastrophe climatique qui fait que déjà dans les années 90, voire début des années 2000, on se dit qu'on va peut-être prendre une fusée pour aller essayer de trouver une autre planète vivable parce qu'il vaudrait mieux partir d'ici un peu plus vite que prévu. Donc déjà, tout un travail aussi sur la dystopie, sur effectivement si ça s'était passé autrement, mais pas forcément bien. S'il y a eu un monde alternatif qui s'était créé. Et c'est vrai que c'est en travaillant sur cette question-là
Et puis aussi, pour revenir au lien avec l'horizon des événements, il y avait 2 générations qui étaient en jeu, la génération des parents et la génération des enfants. La génération des parents, c'est celle des 30 Glorieuses, dont les 2 personnages dont je parlais sont des personnages qui, oui, incarnent la génération qui est celle dans l'horizon des événements du couple Jeffrey, c'est la génération des 30 Glorieuses. Et puis il y avait 30 ans plus tard, au début des années 2000, la génération des enfants. Et il était déjà question de comment renouer un lien à travers le temps entre ces 2 générations, peut-être comment réconcilier ces 2 générations qui n'ont pas su à une époque se parler, d'un point de vue purement, on va dire, intime. Hein, dans la pièce, c'est des trajectoires de personnages, donc c'est comment, peut-être j'essaye de retrouver, mon père est mort, mais est-ce que je peux retrouver une forme de lien, de contact que j'ai perdu avec ce père-là, avec lequel j'ai jamais eu vraiment de contact. Donc il y avait déjà tout un travail autour de la question de comment ces 2 générations-là peuvent communiquer encore d'une certaine manière, et peut-être de manière totalement fantastique. Il y avait une dimension déjà fantastique dans d'autres mondes qui permettait aux générations peut-être de se retrouver dans un espace qui est fantastique d'une certaine manière. Et c'est vrai qu'en travaillant sur cette pièce-là, qui est aussi une pièce sur le temps, sur notre rapport au temps, sur l'irréversibilité, il est déjà question beaucoup de l'irréversibilité, et c'est quelque chose qui est revenu après dans l'horizon des événements, le fait que c'est tout simple à dire, c'est tout con à vivre, mais notre vie collective, intime, personnelle est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Et on ne peut pas revenir en arrière, il est terrible, oui, on ne pourra jamais revenir en arrière. Est-ce que pour autant, ça veut dire que notre rapport à nos existences est complètement fataliste? Pas forcément, mais on ne peut pas, on ne peut pas, le cours du temps ne peut pas s'inverser. Et c'est un motif qui est finalement très fort, qui était très fort déjà dans d'autres mondes. Et donc on crée cette pièce-là au moment où on devait reprendre les répétitions pour la dernière ligne droite, le 16 mars 2020, l'annonce de vous allez rester chez vous et ça va durer longtemps. Donc ouais, ça a forcément déplacé un peu le travail qu'on était en train de mener sur cette pièce. Ça lui a fait prendre d'autres résonances à cette pièce. Et il n'était pas du tout question de créer, j'avais pas du tout en tête de faire un diptyque. C'était une pièce qui devait avoir son autonomie. Et puis il y avait déjà des choses que je n'avais pas pu complètement développer dans cette pièce, parce qu'en travaillant sur les mondes alternatifs, forcément, qui dit monde alternatif, tout de suite, ça nous renvoie aussi à d'autres économies alternatives, d'autres modèles économiques alternatifs. Est-ce qu'il y a quand on parle d'autres mondes possibles, ça a tout de suite une connotation aussi politique. Est-ce qu'on peut essayer d'imaginer un autre destin collectif que celui peut-être qu'on nous destine ou qui s'annonce? Donc comment on peut... Et je voyais que j'avais déjà... il y avait déjà un peu l'idée du rapport Meadows à l'époque, de se dire, tiens, j'aimerais bien travailler sur le rapport Meadows, cette question d'un monde alternatif, d'un autre modèle économique, etc. Et puis il n'y avait pas du tout la place dans cette pièce-là, il y avait déjà beaucoup de choses dont je parlais. Et puis on s'est retrouvé à pouvoir quand même créer cette pièce-là, septembre-octobre 2020, dans ce petit moment où les théâtres ont pu ouvrir. On a eu la chance de pouvoir jouer 13 fois la pièce à Montreuil. Et puis, pareil, rebelote, rideau fermé pendant une saison. Et moi, je me suis retrouvé, je devais partir en tournée, je me suis retrouvé seul chez moi. J'ai fait, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On avait pu créer un spectacle, mais créer un spectacle pour revenir aux problématiques que nous, on a pu connaître dans le spectacle vivant et qui ont évidemment touché d'autres modèles. Ça va être compliqué. Ça va pas être simple. Les pièces, elles vont pas pouvoir tourner comme on avait prévu. Les gens avaient vu le spectacle, mais tout allait se décaler, etc., etc. Et puis le projet d'écrire l'horizon des événements est venu aussi de ce contexte-là, de se dire, moi j'avais travaillé avec un groupe d'acteurs, ils sont 10 au plateau, on s'est beaucoup investi dans cette pièce-là. En même temps, on va s'apercevoir que le projet, il risque d'être très fragilisé, de ne pas exister. Bon, comment, peut-être dans le contexte qu'on traverse, qui est compliqué, on continue à travailler ensemble, comment j'abandonne pas tout le monde alors qu'on devait faire une grande tournée et qu'elle est en train d'être mise à mal, comment on peut continuer à travailler ensemble. Et il y a eu le désir à ce moment-là de se dire, moi, je n'avais pas forcément l'économie pour repartir sur une pièce aussi importante, mais il y a peut-être quelque chose à déplacer. Et il y a eu l'idée de se dire, je vais écrire une deuxième pièce. Je vais peut-être prolonger des problématiques qui me semblent pertinentes de prolonger et qui étaient dans d'autres mondes.
Et on va le faire exactement avec la même équipe d'acteurs. Voilà. Comme ça aussi, on reste ensemble, on continue à travailler ensemble dans ce contexte qui est très difficile. On essaye de trouver aussi une forme d'alternative. Et on va même travailler sur l'idée du coup d'un diptyque, c'est 2 pièces indépendantes qui peuvent se jouer séparément, mais qui peuvent se jouer aussi ensemble, c'est-à-dire en tournée, et ça veut dire exactement la même équipe de comédiens et la même base de décor. Donc je suis parti de contraintes très concrètes de se dire les 2 spectacles vont pouvoir tourner ensemble. C'est des choses un peu, c'est très concret, mais à un moment donné, ça me permettait de me dire, je ne suis pas obligé d'être dans une espèce de consommation culturelle à laquelle qu'on m'imposait d'une certaine manière, c'est dire voilà, ce spectacle-là, il ne va pas tourner, allez, passe au suivant. Et puis à un moment donné, non, on a passé 2 ans sur le spectacle, on va peut-être pas tout de suite passer, on n'est peut-être pas obligé d'être dans cette espèce de consommation effrénée de l'objet culturel, qui est aussi une forme de consommation. Peut-être on peut essayer de faire exister encore ce projet, mais peut-être je ne suis pas obligé de choisir entre créer une nouvelle pièce et essayer de sauver la précédente. Peut-être on peut trouver un modèle un peu nouveau, alternatif. On n'a rien inventé, mais on s'est dit on garde les mêmes acteurs, on garde la même base de décor, et les 2 spectacles vont pouvoir tourner ensemble. Et ce qui fait que cette saison, par exemple, il y a des lieux qui jouent, qui programment. C'est pas le cas ici parce qu'on avait déjà joué d'autres mondes il y a 1 an et demi. Mais là, dans la suite de la tournée, il y a des lieux qui programment les 2 spectacles d'un soir à l'autre. C'est-à-dire on peut un soir jouer d'autres mondes, le lendemain jouer l'horizon des événements, proposer aux spectateurs de voir 2 pièces différentes d'un soir à l'autre et de voir comment ces pièces dialoguent l'une avec l'autre. Donc ça a été l'histoire aussi de ce projet-là, ce qui fait que, et j'arrive sur l'horizon des événements, un certain nombre d'éléments sont venus aussi de cette histoire-là, de comment tout à coup, on prolonge des questionnements. Le questionnement sur le dialogue entre les générations, qui était peut-être pas aussi central que dans l'horizon des événements et qui était présent dans d'autres mondes, j'avais envie intuitivement de me dire, ok, ce dialogue entre 2 générations, et 2 générations qui sont celles des 30 Glorieuses et celles de leurs enfants, qui est aussi sans doute un truc personnel, parce que moi je suis de la génération des enfants et mes parents sont de la génération des 30 Glorieuses, que je suis né à la fin des années 70, et que sans doute ça me parlait d'évoquer ce rapport entre ces générations-là. J'ai voulu le mettre de manière plus centrale au cœur de la pièce. Le rapport Meadows, qui était une source d'inspiration, qui n'avait pas pu trouver sa place dans d'autres mondes, mais sur laquelle je voulais vraiment travailler, est devenu un élément central. Et puis voilà, les pièces tournent autour de la question de l'imaginaire du futur. Est-ce qu'on peut encore se représenter le futur? À quoi ça sert de se représenter le futur? Pourquoi se représenter le futur? Sous quelle forme se représenter le futur? Dans d'autres mondes, il y a un personnage qui a même une amnésie du futur, qui souffre vraiment. C'est un vrai... J'avais fait des recherches là-dessus. Vous pouvez avoir une amnésie du passé, vous pouvez aussi avoir une amnésie du futur. Être incapable de se projeter, de construire une représentation mentale du futur. Et plongé dans le moment de la crise du Covid, on s'apercevait qu'on avait tous un peu une sorte d'amnésie du futur. C'est-à-dire qu'on avait tous une incapacité à un moment donné de pouvoir se projeter dans un imaginaire collectif et de se dire voilà, comment on peut encore rêver d'un futur possible ensemble. Donc tout ça est venu construire une pièce avec comme ça un certain nombre d'ingrédients, et c'est comme ça souvent qu'une pièce se compose à partir de choses très concrètes. Comment on travaille avec le même décor alors qu'on le récupère de la pièce précédente, comment on travaille exactement avec la même distribution, c'est-à-dire avec les mêmes acteurs. Donc pour un auteur, c'est faut que chacun ait un rôle, faut trouver des équilibres. Et puis voilà, après très vite, l'idée ça avait été de développer 3 histoires, comme vous avez pu le voir hier, 2 principalement, et une qui vient vraiment comme un contrepoint, qui vient faire une sorte de lien fantastique, qui est cette histoire des astrophysiciens. Et puis les 2 principales, c'est une histoire par génération, la génération des parents. Donc avec cette histoire dont je voulais qu'elle soit effectivement inspirée, en tout cas qu'elle retrouvée, d'écrire l'histoire de ce groupe d'économistes calqués sur le rapport Meadows, qui sont en train... Voilà, ce qui m'intéressait, c'est cette modélisation. C'était de voir aussi, sur la question de l'imaginaire du futur, c'était de se dire, plutôt que là, me poser la question comment j'imagine les 50 prochaines années, c'était de voir comment, il y a 50 ans, on imaginait à peu près aujourd'hui. De se poser cette question-là. Notamment parce qu'il y avait beaucoup de pièces qui, à ce moment-là aussi, s'intéressaient à peut-être plutôt comment on pense aujourd'hui le monde futur, quelles questions on se pose aujourd'hui, et puis qu'en est-il de la génération qui arrive après. Donc moi j'ai voulu faire un trajet un petit peu différent. Et donc je suis parti effectivement de ce rapport parce qu'un certain nombre de choses m'intéressaient
Voilà, on va en reparler, l'histoire de ce rapport, dans le fait que c'est quand même un rapport qui a été très... on en parlait tout à l'heure, qui a eu malgré tout un certain impact, en tout cas, qui a eu un certain écho. Le rapport s'est vendu à des millions d'exemplaires. Il y a eu... je ne m'étais pas rendu compte à quel point ça avait été quand même un événement important, et quand même ça avait déplacé des choses, et comment ça avait déplacé des choses chez des gens pour qui ça avait fait un effet de prise de conscience très important. On parlait du vice-président de la Commission européenne, pour qui la lecture a été vraiment une révélation, et puis à côté de ça, ça a conforté des gens dans... la décision que non, la croissance avant tout, et puis continuons sans se poser de questions, et affirmons notre nécessité d'une croissance toujours plus forte. Et donc voilà, j'ai commencé à travailler sur le rapport lui-même. Après voilà, j'écris des fictions, j'écris des histoires, et à un moment donné, évidemment, il n'y a pas la place d'être exhaustif de manière documentaire, et puis c'est même pas le projet de la pièce. Après, la pièce, elle propose une trajectoire fictionnelle qui était finalement de faire dialoguer deux récits. Ceux des parents qui essayent de modéliser le futur de leurs enfants. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire modéliser le futur? Qu'est-ce que ça veut dire se donner une représentation de ce futur? C'est ça qui m'intéressait aussi dans le rapport Midos. C'est tout à coup, alors c'est ce petit groupe d'économistes aussi. Bon, il y a des moyens, c'est le Club de Rome, mais tout à coup, ils se retrouvent, ils ont quelques mois, ils sont enfermés dans une ancienne manufacture de pâtes alimentaires. J'ai gardé ce détail parce qu'il était très concret. Et puis tout à coup, ils se retrouvent à modéliser l'ensemble du système Terre. C'est-à-dire, ça aussi, j'ai essayé de conserver ce décalage presque entre le microcosme et le macrocosme. Quelques individus qui tout à coup se retrouvent à essayer de modéliser le fonctionnement de la Terre par ce principe de la dynamique des systèmes, et de représenter, enfin en tout cas de modéliser les futurs. Et il y en a, c'est très très simple ce que j'ai fait. Quand vous regardez le rapport Midos, il y a un certain nombre de scénarios alternatifs, il y en a une douzaine, je crois, et encore qui sont des simplifications de multiples scénarios possibles. Mais qu'est-ce que ça nous permet de constater? Qu'est-ce que ça nous permet de voir si on déplace alors voilà, si on règle le problème de la pollution, est-ce que ça peut arranger des choses? Si tout à coup la croissance continue, etc., etc. Voilà. Et le résultat est sans appel, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, si on continue comme ça, c'est-à-dire si la croissance continue, démographique, industrielle, etc., ça va mal se passer à un moment donné. La seule façon de déplacer l'évolution possible qui s'annonce, c'est de remettre en cause le principe de la croissance. Voilà. Je me suis un peu égaré sur ce que je voulais dire. Dans ce qui m'intéressait, c'était effectivement mettre en scène les parents qui modélisaient le futur de leurs enfants. Et puis de l'autre côté, voir ce qui se passait 50 ans, pas 50 ans plus tard dans la pièce, 30 ans plus tard, au début des années 2000, et voir la génération des enfants, donc le fils de ce couple, en tout cas un des enfants de ce couple, qui lui va faire le trajet inverse, qui va se retrouver à finalement essayer de modéliser le passé de ses parents, parce que finalement, même si le passé a eu lieu, on n'en sait des fois pas plus que notre futur, c'est-à-dire qu'il faut autant enquêter sur le futur qu'il faut enquêter sur le passé. Et de la même manière qu'on va faire finalement, qu'on fait des modèles, qu'on fait des cartes, ça revient beaucoup dans la pièce cette question des cartes, qu'on essaie de se faire une représentation du futur, de l'autre côté on essaye aussi de se faire une représentation du passé. Et c'est cette trajectoire de ces deux générations qui se croisent et qui finissent peut-être par se retrouver de manière un petit peu fantastique autour de ce dialogue-là, de comment les parents essaient de se représenter le futur de leurs enfants et comment les enfants essaient de se représenter le passé de leurs parents, que la pièce s'est construite. Et puis au fur et à mesure qu'on avance dans cette pièce, oui, il se pose, on s'aperçoit que pendant que les parents essayent de modéliser un certain nombre de scénarios possibles, on s'aperçoit de quel scénario il s'agit pour la réalité des enfants. On le découvre petit à petit. Puis aussi, petit à petit, on se rend compte que ce qu'on est en train de voir, peut-être, les récits qu'on est en train de voir, dans quelle mesure ce ne sont que des représentations mentales, que ce ne sont que des projections. Le passé, finalement, peut-être n'est qu'une forme de représentation que le fils se fait de ses parents, parce qu'il a à sa disposition des archives, mais on ne sait pas tout, donc il essaye de se donner une représentation de ça. Et de la même manière, les parents sont dans une représentation mentale de ce qui serait l'avenir de leurs enfants. Et au fur et à mesure, les deux histoires, comme vous l'avez vu, se rejoignent à travers
voilà, une dimension fantastique qui est amenée par ces deux astrophysiciens et cette question des trous noirs, et qui permet de relier de manière fantastique ces deux espaces-temps et de les faire communiquer à la fin de la pièce. Voilà, rapidement, non, pas rapidement, j'ai beaucoup parlé, pour essayer de donner un certain nombre d'éléments. Merci beaucoup, Frédéric. Christophe, tu veux... Donc, oui. ce que je vous propose, c'est qu'on passe donc à l'intervention de Christophe, et puis vous gardez en tête toutes les questions que vous voudrez. Vous poserez toutes les questions après, donc à Frédéric, à Christophe, et puis on pourra débattre, et puis vous, entre vous. Voilà. Vas-y. Bien, ça marche? Non. Ça marche pas. Si, ça marche. Il faut parler dedans. Je vais te faire pareil. Tu me poses sur ton... Là, ça marche? Non, ça marche pas. Si. Si. Oui. Bien, bonjour. Oui, effectivement, le sujet est à la fois riche et lourd. Évidemment, la tâche principale aujourd'hui, vous avez bien compris que c'est ne pas désespérer, mais qu'elle n'est pas très simple. Donc, on va essayer d'y travailler un petit peu ce matin. Moi, j'aime bien la manière dont Frédéric travaille à la fois dans la pièce et là, dans la manière dont il vient d'aborder les choses, c'est-à-dire de manière assez concrète. Ça marche des fois, mais ça ne marche pas tout le temps. Ouais. Et donc de manière assez concrète, c'est-à-dire de dire la contingence, de dire la matérialité, de dire le décor dans lequel se déroulent les événements en général, comment on crée une pièce, puis il y a le Covid, comment on crée un rapport, ah oui, mais le couple s'engueule ou pas, etc. Et donc, de ne pas oublier que tout ça est effectivement extrêmement contextuel et que finalement, le passé, le futur, la nostalgie de l'avenir ou l'amnésie de l'avenir, etc., toutes ces choses-là nous rappellent que, au bout du compte, on est là, nous, ensemble ce matin pour 3 heures, et que finalement, ce qui compte, c'est quand même le présent et la présence, et que c'est là où nos vies agissent et se composent, quoi. Et que aujourd'hui, on est là ensemble à mi-chemin entre 1972 et 2072. Et donc vous avez vu dans la pièce un peu les conditions de dénonciation, de fabrication de ce rapport. On pourra revenir un peu sur cette époque et sur ce qui se pense et s'invente à cette époque. Et puis vous pouvez lire un peu de science-fiction, vous pouvez lire les rapports du GIEC, vous pouvez lire un certain nombre de choses pour vous imaginer en 2072. Évidemment, les choses ont beaucoup changé, seront très différentes entre les deux, et vraisemblablement pas pour le mieux. Ça vient un peu entamer tout le mythe du progrès, de tout le bonheur qui doit accompagner cette fameuse croissance. Et donc, forcément, avec un tout petit peu de recul, on se dit qu'il faut peut-être regarder ailleurs que toujours plus vite, toujours plus fort, toujours plus riche, toujours plus loin, parce que quand on va vers le désastre, c'est des devises qui se retournent assez vite contre nous. Donc aujourd'hui, voilà, on est un petit peu à mi-chemin là-dedans. Les seules choses qu'on peut tenter, c'est de faire acte de présence de manière un petit peu conséquente, c'est-à-dire d'avoir en tête ces 50 dernières années, et puis peut-être les 4 ou 5 siècles précédents, et puis peut-être les 10 000 années précédentes aussi, et puis peut-être les 500 millions d'années précédentes aussi, pendant lesquelles il y a une coévolution qui a abouti à notre présence ici, et de se redemander un peu à nouveau frais comment est-on arrivé, nous, petits humains, sur cette terre, et pourquoi y faire, quoi. Vous avez compris que
un rapport comme celui-là qui est assez implacable, qui est d'une certaine manière, quel que soit le détail scientifique du côté de la vérification des prévisions, etc. Il y a eu beaucoup de discussions, mais globalement, les mises à jour sur les 30 ans du rapport, les 40 ans, les 50 ans du rapport, ont confirmé les grosses tendances. Et aujourd'hui, Denis Meadows, qui a 80 ans, qui est toujours vivant, a décidé d'arrêter de faire le porte-parole de ce rapport pour se consacrer à d'autres questions, pas forcément plus joyeuses, mais pour changer un peu de registre, pour retrouver un peu de créativité et essayer de voir le monde un petit peu autrement, parce qu'il a fait une bonne partie de sa carrière comme porte-parole ensuite et comme diffuseur des conclusions de ce rapport. Donc on vous l'a rappelé, traduit en 36 langues, diffusé à 10 millions d'exemplaires. C'est un rapport qui est tout sauf confidentiel. Tous les décideurs du monde ont eu, à un moment ou à un autre, conscience de ce rapport. Ils ont eu cette information-là, et cette information qui était, encore une fois, à peu près implacable, et qui, depuis, s'est vérifiée 50 fois. Donc, qu'est-ce qui s'est passé depuis? Qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Vous avez vu que ce qui s'est passé sur le plan de la stratégie politique et économique, comment l'ensemble des gouvernements du monde et des institutions ont pris en compte cette information que nous allions au désastre, ils ne l'ont juste pas pris en compte, ou ils l'ont pris en compte en construisant tous les arguments du déni. Mais vous avez régulièrement, depuis 1972, tous les ans, tous les 10 ans, des grands événements qui ont rappelé ces choses-là. Même notre président de la République, Jacques Chirac, qui n'était pas réputé pour ses préoccupations écologiques, encore en 2002, donc cette fois il y a déjà 20 ans, rappelle à l'ensemble des chefs d'État au sommet de la Terre en Afrique du Sud que notre maison brûle et que nous regardons ailleurs. Bref, ces alertes ont eu lieu en permanence. Elles continuent. On en est à la COP 27. On va arriver à la COP 56, 72, 94. Toujours aucune décision. Donc vous voyez que de ce côté-là, a priori, il n'y a pas grand-chose à espérer. Ce n'est pas là que ça se passe, ce n'est pas là que ça comprend, ce n'est pas là que ça s'inquiète. Par contre, c'est là que se construisent les décisions. Donc il y a un vrai souci quand même de savoir comment on se débrouille avec ce problème-là, avec ce décalage. Alors où est-ce que ça peut se passer? Ça peut se passer... Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Le micro s'arrête. Vous voyez que donc cette époque-là, en gros, 72, vous voyez très bien dans la pièce qu'on est quand même dans le début des mondes complexes. On est dans le début d'une humanité très nombreuse. À l'époque, c'est 3,5 milliards d'habitants environ dans les années 70 sur la Terre. Vous avez vu qu'en novembre, on est passé à 8 milliards d'habitants sur la Terre, c'est beaucoup. Vous avez vu que la question de la démographie est très présente dans la pièce, et on y reviendra peut-être, c'est une question qui est extrêmement délicate, qui est tout sauf mathématique, économique, et que la question de la limitation des naissances ne peut pas se réduire à une question de calcul de bilan carbone des enfants, parce que derrière, il y a quand même juste le désir que la vie continue. Et donc, si on limite cette idée que les gens qui sont présents sur la Terre à un moment aient envie de faire des enfants pour que la vie continue, on voit bien qu'on s'attaque quand même à un problème majeur qui n'est peut-être pas la bonne solution pour que, justement, d'un point de vue écologique, la vie continue. Donc c'est cette question démographique qui est très présente à l'époque, qui est très présente aussi une première fois à la fin du XVIIIe avec quelqu'un comme Malthus, dont vous avez entendu parler, et les fameuses politiques malthusiennes, qui sont reprises là par Meadows dans la pièce.
Ce n'est pas un hasard, hein, c'est des moments clés dans lesquels tout d'un coup l'échelle du monde semble changer un peu trop rapidement. Et donc à la veille de la révolution industrielle, Malthus s'inquiète de l'augmentation démographique de la population parce que jusque-là, jamais l'humanité n'a réussi à faire face à la fois à l'augmentation démographique et à l'augmentation de richesses, pas simplement de production agricole, mais de richesses qui nécessitent d'accompagner cette augmentation démographique. Dans les années 70, évidemment, 3,5 milliards d'habitants, on commence à comprendre qu'il va falloir produire plus, parce qu'il va falloir manger plus, etc. Et de nouveau, cette question ressort un petit peu violemment. Et elle est un petit peu la clé de cette interrogation sur la croissance. Cette question-là, elle se couple à ce moment-là, au début des années 60-70, avec cette prise de conscience qui est à un premier moment de la complexité d'un monde dans lequel les sociétés sont très nombreuses, dans lequel il y a des villes de 10 millions d'habitants. Ce n'est pas pareil qu'une ville de 2000 habitants. Tout d'un coup, on change complètement de registre. Et tout d'un coup, apparaissent en même temps, effectivement, ces sciences, ces raisonnements, l'informatique, cette idée de modéliser le futur, et des outils qui ont l'air de changer aussi de puissance en termes de raisonnement. Vous avez vu dans la pièce toute l'inquiétude de la crédibilité de l'informatique, liée à la crédibilité de l'informatique pour dire est-ce qu'une machine va nous dicter notre futur? Est-ce que c'est une machine qui va nous dire que notre système économico-social, politique est voué à l'échec? Tout le monde est très sceptique, c'est normal, on devrait l'être encore aujourd'hui. Et pourtant, on voit bien qu'il y a là quelque chose qui s'inaugure dans la puissance de calcul et dans la tentative d'objectivation du monde et de modélisation globale qui, aujourd'hui, a pris une ampleur considérable. Quasiment 95% de la science économique aujourd'hui se fait par de la modélisation informatique. Ça n'est plus de la macroéconomie, ça n'est plus de la microéconomie, etc. L'ensemble des raisonnements sur lesquels fonctionnent aujourd'hui les économistes sont des raisonnements qui sont issus de ces années-là et de l'informatique, qui reposent sur de la modélisation, avec toutes les imperfections, avec toutes les difficultés, et avec toute cette idée du prolongement d'une situation existante qui se heurte évidemment à tout ce qui est disruptif, à tout ce qui est en rupture, à tout ce qui s'effondre, qui était absolument imprévisible et donc non modélisé. Bref, vous voyez très bien que dans ce moment-là, dans cette pièce, on comprend très bien que s'invente à la fois ce monde avec la puissance de calcul de l'informatique, ce monde conscient de la complexité et ce monde conscient de la difficulté de cette question de la croissance. En gros, c'est toujours cette fameuse phrase de la croissance infinie dans un monde fini est littéralement impossible. Ça paraît bête, mais c'est aussi simple que ça, quelque part. Donc voilà, c'est un moment de prise de conscience que les limites de la Terre, mais aussi le fonctionnement systémique de la nature existent. Que tout ça ne va pas forcément continuer comme ça a continué depuis quelques milliards d'années. Et que tout ça, peut-être, pourrait un jour se heurter à des limites, à des effondrements, à des difficultés systémiques. Pas simplement tout d'un coup, ici, en Ouganda, il n'y a plus de bois, ou ici, en Europe, il y a un petit problème local d'approvisionnement sur telle ressource ou autre. Non, des problèmes systémiques. C'est-à-dire que la régulation globale de la nature à laquelle on appartient se trouve transformée. Ce qui nécessitement transforme automatiquement toute l'installation des sociétés humaines qui se sont faites
dans ce système-là existant. Donc cette prise de conscience, évidemment, elle est un peu difficile, elle est un peu violente, parce que, comme l'a dit Elisabeth, on sort de la guerre, on sort de 2 guerres mondiales, c'est quand même pas un siècle très tendre, le XXe siècle. Et tout d'un coup, après la Seconde Guerre mondiale, évidemment, cette croissance économique redonne un peu de facilité. D'être plus riche demain qu'aujourd'hui, c'est toujours une bonne promesse. Et donc, on a envie de tout, sauf de se dire il va falloir renoncer à être plus riche demain qu'aujourd'hui. Il va falloir renoncer à piller un peu plus la terre demain qu'aujourd'hui, parce qu'on pense que la terre a des ressources illimitées. Il va falloir renoncer à plein de choses. Donc on ne renonce pas, donc on construit des arguments pour ne pas renoncer, pour continuer, alors qu'encore une fois, l'information est assez simple à comprendre, elle est claire, elle est diffusée mondialement, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, encore plus. Depuis 50 ans, les arguments se sont affûtés. Vous voyez que ça n'a pas plus d'impact du côté des décideurs. Donc, on est quand même confronté à une difficulté majeure. La difficulté majeure de ce point de vue-là, pour moi, elle est notamment liée à la séparation des mondes et des analyses, qui voudrait dire qu'on a d'un côté la biodiversité, que peut-être les papillons, certains vont disparaître, tel oiseau, tel vertébré, etc. Bon, ok, on va faire sans, quoi. Et puis de l'autre côté, on a des géologues qui nous disent les glaciers, ceci, on fera sans glaciers, c'est pas grave, quoi. Et puis d'un autre côté, des anthropologues qui nous disent mais il y a eu 2000 langues autochtones qui ont disparu, on n'a plus la même variété linguistique à la surface de la Terre, donc c'est pas grave, on parlera anglais, quoi, etc., etc. Sauf qu'en fait, quand même, ce qu'on a compris depuis le temps, c'est que toutes ces choses-là sont une seule et même chose, c'est-à-dire qu'il y a à la surface de la Terre un certain nombre d'êtres, même pas que des êtres vivants, je parle d'êtres que ce soit... on parle beaucoup du vivant en ce moment en général, mais le vivant est une notion comme ça un petit peu, encore une fois, biologisante, scientifique. Mais il y a des êtres vivants, humains, non humains. Il y a des êtres minéraux qui font partie de cette terre. Il y a des êtres qui sont des esprits, des idées, des morts, des ancêtres, tout ce que vous voulez. Et donc tous ces êtres, en fait, sont là aujourd'hui en coprésence, comme nous ce matin. Il y a peut-être quelques moustiques ou quelques je ne sais pas quoi dans la salle. Il y a sûrement quelques microbes, il y a sûrement des choses comme ça qui se promènent par ici. Et cette coprésence est en fait le fait d'un espèce d'immense hasard, d'une gigantesque coévolution sur laquelle l'espèce humaine a mis la main, en quelque sorte, en termes d'impact. Et malheureusement, de manière extrêmement négative et destructive. Il y a un petit livre que je vous recommande vivement, dont le titre est simple, ça s'appelle Nature. C'est Baptiste Lanaspez, qui est un des fondateurs des éditions Waltz Project, qui a écrit ce petit livre aux éditions Anamosa. C'est des éditions qui demandent à des auteurs de revenir sur la définition d'un mot, comme ça. Et il leur donne un livre pour faire ça. Et dans ce petit livre, Baptiste Lanaspez, il dit, voilà, en fait, quand on parle de réchauffement climatique, c'est quand même un euphémisme. Si on veut décrire les choses un petit peu plus concrètement, il faudrait parler d'accélération de la destruction de la vie sur Terre. D'accord ? Donc, ce qui nous arrive en ce moment, ce n'est pas que l'été, nous aurons 1,5 degré de plus, ou 2, ou 4, 2072, peut-être 5, sur la plage, et qu'on bronzera un peu plus vite. Non, ce qui nous arrive, c'est que nous participons, nous sommes pris dans une accélération de la destruction de la vie sur Terre, qui finira par attraper les humains, mais qui les attrape déjà d'une certaine manière, pour certains d'entre eux, mais qui est un phénomène global, général, et qui est parti maintenant, c'est un peu ce qu'avait aperçu Meadows, pour des décennies et vraisemblablement des siècles.
Donc c'est l'ensemble de ce mouvement-là dans lequel il faut se projeter, s'installer, et c'est à cette question-là qu'il faut essayer de répondre. C'est à cette question-là à laquelle il faut essayer de faire face sans désespérer, d'où la mission un petit peu difficile et lourde, mais voilà, c'est ça votre et notre boulot aujourd'hui, maintenant, parce que ce n'est pas dans 50 ans. Les animaux, les espèces, etc. Tout ce monde-là est déjà en train de s'effondrer massivement. C'est parti. Et ce même Baptiste Lanaspez, il dit, voilà, considérons la modernité, ce mode de civilisation, comme le seul parmi tous les modes de civilisation qu'ont connus les peuples humains sur la Terre, qui a considéré la nature comme un ensemble de choses mortes, en quelque sorte, c'est-à-dire dans lesquelles on pouvait puiser. La nature est une ressource, qu'elle soit vivante, minérale, végétale, animale, peu importe, le règne, les espèces, voire humaines, l'esclavage, encore contemporain aujourd'hui. Il y a toute une catégorie du monde dans lesquelles on va puiser et avec lesquelles on va travailler, se servir, comme si ces choses-là étaient mortes, si elles n'avaient pas d'âme, si elles n'avaient pas de présence, etc., comme si elles n'apportaient pas à la totalité du monde. Et il dit, en fait, c'est un peu curieux comme rapport au monde, quoi. C'est une tentative quand même singulière. C'est la tentative qui, principalement, justement, est en train d'échouer aujourd'hui. Ce que tout le monde constate avec ses rapports Meadows, avec le théâtre, avec tous les moyens que vous pouvez avoir à votre disposition, ce que tout le monde constate, principalement, c'est l'échec de cette tentative d'installer une civilisation moderne. La difficulté, c'est d'en sortir, parce qu'elle est extrêmement puissante et qu'elle s'est mondialisée. Et donc, ce que dit Baptiste Lanaspez, c'est que considérer la nature, tout ce qui n'est pas, en gros, à l'époque du XVIIe, tout ce qui n'est pas européen, blanc, masculin, considérer le reste du monde comme étant à disposition, comme étant une ressource. Et vous comprenez que là-dedans, dans ressources, il y a évidemment les ressources minérales, les ressources végétales, les ressources économiques, mais qu'il y a aussi tous les peuples autochtones, tous les autres peuples qui vont pouvoir devenir des esclaves, mais il y a aussi les femmes qui vont pouvoir être aussi au service de cette économie, etc. Et donc vous comprenez très bien comment tous ces systèmes-là de pouvoir se sont mêlés les uns aux autres et ont une cohérence aujourd'hui qu'on commence à comprendre malheureusement trop tard, mais très bien. Et il dit en fait tout simplement, pour avoir cette considération-là vis-à-vis de la nature, sachant que nous-mêmes sommes des animaux appartenant à la nature, il faut se considérer nous-mêmes comme morts, comme des zombies. Et effectivement, c'est une hypothèse assez logique, assez simple, qui le conduit à considérer que finalement, cette société moderne aujourd'hui consiste, il l'a décrit comme l'administration de la mort. Parce que nous sommes en train de gérer, d'administrer, depuis 50 ans, mais depuis bien plus que ça, depuis plusieurs siècles, il considère que nous sommes aujourd'hui ni plus ni moins qu'en train d'administrer cette accélération de la destruction de la vie sur Terre. Littéralement, scientifiquement, tout ça paraît assez clair et assez vérifié, malheureusement. Comment faire pour sortir de ça? Enfin, en tout cas, la question que nous posent toutes ces descriptions-là, toutes ces tentatives de dire le monde, c'est en gros comment on sort nous-mêmes, comment on fait pour au moins individuellement, et puis on espère ensuite se fédérer un petit peu politiquement, collectivement, mais comment on utilise chacune de nos vies, chaque part de la vitalité du monde qui est en nous, pour ne pas la faire travailler au service de l'administration de la mort et de la destruction accélérée des espèces et de la vie sur Terre en général. Comment on fait pour que notre propre vitalité vienne alimenter un monde vivant avec des techniques vivantes? Comment on fait pour réinscrire l'ensemble de nos activités dans des mondes vivants, parce que seuls ceux-là seront durables. Quand on vous parle de durabilité,
Ce n'est pas à 20 ans, ce n'est pas à 30 ans. Il faut être ambitieux. La durabilité, si vous l'envisagez à 500 ans, à 1000 ans, vous allez voir qu'il y a tout un tas de technologies, il y a tout un tas d'éléments qui seront assez vite épuisés, que ce soit à 30, 50, 100, 200 ans, avec lesquels on ne pourra plus compter pour organiser le monde. La plupart des ressources avec lesquelles nous fabriquons toutes les technologies actuelles sont épuisables. Donc la question, c'est de savoir comment on fait pour réinscrire techniquement l'ensemble de ce qui organise notre monde dans des logiques vivantes, donc renouvelables, et comment on fait pour que nous-mêmes là-dedans, chacune de nos vies, chaque part de notre vitalité soit mise au service non plus de l'administration de la mort, mais au contraire de la revitalisation du monde. Et pour ça, évidemment, il s'agit tous les matins, toute la journée, à chacun, de prendre des décisions qui nous semblent aller dans ce sens. Évidemment, vous savez que les marges de manœuvre sont un peu limitées, mais vous comprenez bien qu'au point où nous en sommes, quelque part, quand je vois la pièce hier soir, je me dis, bon, comment on va faire demain matin pour ne pas désespérer tout le monde, ça ne va pas être facile. Et puis je me dis, en fait, il est juste trop tard pour désespérer, quoi. Ça ne sert plus à rien. Laissez tomber, quoi. Même les remarques vis-à-vis des boomers qui ont créé tout ça, etc. Laissez tomber, on s'en fout, quoi. C'est plus l'heure. Préoccupez-vous du présent, de vos vies aujourd'hui et de nos vies communes et essayons de nous démerder pour que tout ça soit autrement, soit un petit peu plus sympathique. Mais évidemment, mettre des espoirs sur le renversement politique du monde majeur, une grande révolution, la question n'est pas simplement écologique, hein, vous avez compris. C'est une grande révolution, c'est un changement de civilisation. C'est-à-dire qu'il faut passer d'une civilisation du rapport de force. Je suis chef, donc j'impose ma décision. Je suis riche, donc j'impose ma décision. Je suis armé, donc j'impose ma décision, etc. Ça, c'est la modernité, le rapport de force. Je suis savant, donc j'impose ma décision, etc. À une civilisation que j'appelle, moi, de basse puissance, c'est-à-dire dans laquelle la résolution d'une question par le rapport de force est interdite, en quelque sorte, est impossible. Donc, tant qu'on n'arrive pas, il n'y a plus de chef, il n'y a plus de riches, il n'y a plus d'arguments comme ça, les gens ne sont plus armés quand ils discutent autour de la table. On est là, on est des humains, et on décide ensemble de comment on va essayer de faire au mieux avec ce qui nous arrive. Et si on est dans un rapport de basse puissance, évidemment, ça suppose de défaire tous les rapports de force qu'on va résumer par patriarcaux, on va dire. Mais vous comprenez que ça englobe que ce patriarcat-là est économique, social, politique, écologique, etc. Et que le fond de l'écologie, pour moi, est une question relationnelle. Mettre en œuvre une politique écologique, c'est mettre en œuvre une politique relationnelle respectueuse des uns envers les autres, quels que soient ces uns et ces autres. De l'ensemble des êtres, des esprits, des cailloux, des arbres, des oiseaux, des humains, des humaines, des enfants, des vieux, etc., etc. Donc l'enjeu pour moi, c'est à la fois de reprendre l'ensemble de ces questions dans une vision globale, parce que si on la prend par l'économie, si on la prend par l'écologie, si on la prend par le social, etc., à chaque fois, on se retrouve un peu limité, quoi. Et on se retrouve surtout démuni, vu l'ampleur de la tâche, individuellement, ou à 20 ou 30, comme ça, dans un master, pour travailler. Donc de redonner une vision globale, on va dire, enfin de se redonner un horizon général, qui est, de manière négative, ne plus participer à l'administration de la mort, on peut dire, et à partir de cet horizon,
réinscrire notre vitalité dans un devenir vivant, joyeux, acceptable, respectueux. Ça nous redonne quand même des moyens d'action individuels et de s'organiser entre nous, parce que c'est des choses qu'on peut faire tous les matins, c'est des micro-décisions qui vous concernent toute la journée. Toute la journée. Donc voilà. Merci Christophe. Tu as essayé de ne pas trop nous désespérer sur... Ça a foiré. Non. Je pense que cette idée que l'écologie est une politique relationnelle, je trouve que c'est intéressant parce qu'effectivement, ça permet aussi de se dire qu'on peut quand même... ce que je pense que tu essayes de nous dire, c'est qu'au quotidien, et pas uniquement en prenant des douches au lieu de prendre des bains, mais dans nos relations, et que c'est un système global, et que dans les relations qu'on a entre nous, aux autres, à la nature, à son voisin et autres, on peut déjà agir pour vivre un présent. Après, l'horizon, c'est encore autre chose, mais déjà un présent vivant, joyeux et avec les relations possibles.